On va regarder tout cela du prisme américain avec vous, James André, parce que donc demain, on est censé entamer ces discussions de paix, parce que c'est quand même ça l'enjeu, une paix durable. Le cessez-le-feu a été annoncé en grande pompe par Donald Trump, avec un narratif qui lui est propre, à l'opposé du narratif des Iraniens. Peut-être commençons par le bilan de cette opération militaire qui a été initiée par les Israéliens et les Américains il y a donc 40 jours maintenant. C'était censé être très rapide, ça s'est un peu éternisé. Quel bilan on doit en tirer aujourd'hui ? Écoutez, ce qu'on peut en tirer, c'est que c'est un bilan qui est quand même, pour l'instant, si on prend les choses de manière froide et calculée, si on prend les objectifs qui étaient présentés au départ, à savoir la destruction du programme nucléaire. Alors le problème de ça, c'est que ça avait déjà été vendu aux Américains. Parce qu'on garde vraiment ça de la perspective de l'électeur américain. Donc on lui a dit que le programme était oblitéré, on lui revend qu'il faut détruire le programme. Donc ça, c'est politiquement difficile à vendre. Il y a les missiles. L'armée américaine elle-même dit que tous les missiles n'ont pas été détruits à ce stade. Il y avait le changement de régime. Ça, clairement, pour l'instant, ça n'est pas du tout arrivé. Et puis, il y a cette super arme qui a été utilisée par l'Iran, à savoir, évidemment, le blocage du détroit d'Ormuz. Donc aujourd'hui, l'enjeu de ces négociations, l'un des principaux enjeux, c'est de débloquer le détroit d'Ormuz, qui n'était pas bloqué avant. Donc il faut quand même s'en rappeler. Donc si on se place du perspective d'un Américain, c'est une opération militaire, une excursion, comme dit Donald Trump, qui est, selon les manières de calculer, parce qu'il n'y a pas de chiffre officiel, on est entre 26 et 45 milliards de dollars de dépenses. On a au moins 13 soldats américains tués, un grand nombre de blessés, et on a donc à la sortie quelque chose de pas clair. C'est-à-dire que si on regarde bien, les Américains ne comprennent pas quels étaient les buts de guerre, et on se demande si l'administration elle-même le comprend. Donc là, on a un bilan qui est très complexe, et on a un cessez-le-feu, et vous venez d'en parler, qui est en train de trembler sur ses bases, avec notamment un élément très important, c'est cet élément du Hezbollah. C'est-à-dire que très clairement, les Iraniens, depuis le début, et les Pakistanais, ont dit assez clairement, puisque ce sont les Pakistanais qui ont transmis la proposition de paix et qui sont à l'origine de ces négociations et qui vont être les hôtes de ces négociations, eh bien, le Liban était inclus dans cet accord de paix. Les Américains disent que non. Les Israéliens veulent manifestement continuer, ou en tout cas, ne sont pas tout à fait prêts à terminer. Une grosse partie de la crédibilité américaine, en tout cas régionale, va se jouer avec la capacité ou non à arrêter les Israéliens. Et tout cela se joue, mais on va y revenir, dans un contexte où, on va dire, l'influence israélienne sur cette opération est en train d'être remise fortement en question aux États-Unis. Et ça, effectivement, le problème de la crédibilité des Américains, qui, on le voit ces dernières heures, se fait une place dans les débats. Les gardiens de la Révolution le disaient d'ailleurs hier. Ils n'ont absolument pas confiance en Washington, pas confiance en somme en Donald Trump. Ces réactions interrogent, inquiètent même, au point que l'on reparle aujourd'hui de plus en plus de la santé mentale du président. On voit quelques images avec les explications de nos confrères de France 2 et on en reparle juste après. Dans la tête et le monde de Donald Trump, on passe en moins de 24 heures d'un extrême. Une civilisation entière va mourir ce soir. À un autre. Ce pourrait être l'âge d'or du Moyen-Orient. Alors lunatique ou stratège ? À en croire la Maison-Blanche, il avait tout prévu et son pari est réussi, tout risqué pour tout gagner. Ce dont se soucie le président, ce sont les résultats. Son discours très ferme et son style de négociation dur ont mené aux résultats dont vous êtes tous témoins aujourd'hui. Pousser très loin, menacer très fort avant de reculer, c'est la marque de fabrique du président Trump, des droits de douane au Groenland. Mais jamais il n'avait utilisé des propos aussi outranciers que ces derniers jours, au point que les chaînes américaines sont obligées de s'excuser avant de rapporter ses propos. Si des enfants regardent, attention, le président n'a pas utilisé un langage poli. Je cite « Ouvrez le putain de détroit, bande de bâtards cinglés ». Pour les démocrates, il a franchi une limite, celle de la raison. Certains veulent invoquer la Constitution pour le destituer. Le président a perdu la tête, il n'est plus en bonne santé et je n'ai aucune joie à dire ça. Le président des États-Unis est fou. Si le cabinet de Trump était suffisamment intègre, il invoquerait le 25e amendement et retirerait les codes nucléaires à ce fou furieux avant qu'il ne tue davantage d'innocents. Et même certains de ses anciens soutiens MAGA montent au créneau. Si vous travaillez à la Maison-Blanche ou dans l'armée, il est temps de lui dire non. Selon les experts, Donald Trump n'a aujourd'hui plus de filtre car plus de garde-fous dans son entourage. C'est typique de Donald Trump quand il est cornerisé, sous pression, il se défoule. Son entourage républicain ne prend pas au sérieux ses mots et ils ne vont pas le critiquer, car s'ils le font, ils perdront le soutien de l'électorat républicain, qui continue en majorité d'être derrière Trump. Malgré les interrogations de plus en plus pressantes sur l'état de santé mentale de Donald Trump, une procédure de destitution est encore loin. Il faudrait les 2 tiers du Sénat pour la
la valider. Un Sénat aujourd'hui en majorité républicain en faveur de Donald Trump. Et voilà que sur la scène intérieure, ça faisait longtemps qu'on remet de nouveau en cause les capacités cognitives du président américain. Est-ce qu'on va vers une destitution au titre du 25e amendement ou pas ? Alors pour être honnête, ça paraît quand même très compliqué à faire pour plein de raisons. Maintenant, il y a aussi des signes qui font penser que potentiellement, il y a des pièces du puzzle qui se mettent en place. Je m'explique. D'abord, une procédure de destitution au titre de l'article 4 du 25e amendement de la Constitution des États-Unis est lancée soit par le vice-président, soit par une majorité au cabinet du président, c'est-à-dire l'exécutif. On parle là de ses plus proches collaborateurs. Donc là, il s'agit donc des secrétaires d'État, c'est l'équivalent de nos ministres, qui décideraient à une majorité que Donald Trump n'est plus capable de gouverner le pays. Alors maintenant, si on voit un petit peu à quoi ressemblent les réunions autour du président et la sorte de les compliments, etc., qui lui sont faits, est-ce que ces gens-là vont effectivement, entre guillemets, se saborder politiquement et en termes de boulot, enfin de carrière, pour destituer Donald Trump? Ils peuvent aussi le voir comme une façon de se sauver. Dans le même temps, une fois que ça s'est arrivé, le président peut contester, si on veut faire assez rapide. Donc, en fait, soit le vice-président, soit une majorité du cabinet écrit donc au Congrès, à la fois le Sénat et la Chambre, et à ce moment-là, eh bien, le président est destitué et le vice-président devient président. Sauf si le président n'est pas d'accord. Et on peut effectivement s'attendre à ce que ce soit le cas. Dans ce cas-là, le président conteste, il y a vote, et là, il faut 2/3, soit du Sénat, soit de la Chambre. Bref, étant donné l'échiquier politique, ça semble difficile à faire. Maintenant, on voit quand même des fuites dans la presse qui sont assez intéressantes. C'est qu'on voit quand même des membres seniors de son entourage qui sont en train de se distancier de cette décision d'attaquer en Iran. Je pense notamment à J.D. Vance, qui ne fait aucun mystère du fait qu'il n'était pas pour cette guerre. Et il y a notamment un article qui est donc paru dans le New York Times, dans lequel on raconte toute cette marche vers la guerre. On raconte notamment que Benjamin Netanyahou est venu à la Maison-Blanche, plus ou moins en catimini, qu'il était reçu dans la Situation Room. Donc il s'agit de la salle dans laquelle on suit les crises à la Maison-Blanche. C'est très inhabituel qu'un chef de l'État étranger y soit reçu. C'est en comité restreint. J.D. Vance n'est pas là, comme par hasard. Il est en Azerbaïdjan. Et à ce moment-là, Benjamin Netanyahou va faire son pitch, va vendre cette guerre, selon toujours cet article, à Donald Trump. Et son entourage va écouter, les services de renseignement et tout l'état-major américain va dire, écoutez, monsieur le président, on revient vers vous avec notre avis. Et ils vont revenir le lendemain. Et c'est là qu'on rentre dans une sorte de danse où il s'agit de ne pas froisser Donald Trump, tout en lui passant quand même le message, en n'étant pas sûr d'y être arrivé. Bref, je vous la fais courte, décision a été prise, mais on apprend dans cet article que Marco Rubio n'était pas d'accord avec les buts, notamment de faire tomber le gouvernement, qui disait qu'il était sans doute possible de réduire la voilure, de réduire l'armement et les capacités militaires. Et dans le même temps, on apprend qu'une bonne partie de l'état-major était tout à fait contre. Bref, on cherche à faire passer cette décision sur Donald Trump et sur lui avant tout. Ce qui pourrait être, on peut l'imaginer, un premier pas vers la possibilité de dire qu'il y a un problème. Maintenant, très franchement, on n'y est pas. En revanche, lui, il s'est mis dans une situation politique extrêmement difficile à 8 mois des midterms. Surtout que la guerre n'est pas du tout terminée. L'armée américaine va rester déployée à proximité de l'Iran jusqu'à un réel accord. C'est Trump qui l'a dit ce matin au réveil. Ces échanges de cessez-le-feu durables sont quand même... on est très sceptique vis-à-vis de l'issue de ces négociations et qu'il y a effectivement ce calendrier politique qui presse l'administration américaine. Vous dites dans 8 mois, c'est même dans un peu moins de 8 mois, dans 7 mois, le scrutin. Ça va arriver très vite. Ça va arriver très vite et il est en mauvaise posture. Alors maintenant, il faut se souvenir qu'il y a plusieurs choses. On dit souvent que la politique américaine ne se fait pas à l'étranger. Maintenant, l'Iran, ça tape très fort au portefeuille des Américains. Il y a le coût de la guerre, on en a parlé. Mais il y a le fait que le gallon d'essence aux États-Unis a augmenté quasiment d'$1 depuis le début de cette guerre à la pompe. Et ça, évidemment, ça joue de manière très importante. Il y a le problème que ces commentateurs, on a vu Tucker Carlson dans le sujet, qui disent que c'est la guerre d'Israël, que les Américains sont sous influence de ce gouvernement étranger. Ça, avec la base MAGA, ça n'est pas bon. Donc celle-là est toujours là. Il faut savoir que le président Trump a aujourd'hui encore un taux d'approbation de l'ordre de 41,6%. C'est vraiment relativement élevé. C'est mieux que Joe Biden à la même époque. Il n'a pas fait la guerre en Iran. Donc il faut se souvenir qu'il y a toujours une base qui est très solidement derrière lui. Par contre, les évangélistes sont tout à fait fâchés à cause du langage qui a été utilisé notamment par Donald Trump dans ses tweets. Donc il a quand même là une partie de sa base, aussi bien les MAGA, anti-guerre, anti-interventionnistes qui sont fâchés et tous leurs représentants au sein des médias. On a les évangélistes qui ne sont pas contents avec leur chef de file à la Maison-Blanche, on pourrait le dire, J.D. Vance, qui est quand même, on va dire, poussé là par cette mouvance qui lui fait savoir qu'il n'était pas d'accord. Et dans le même temps, et bien évidemment, à gauche, il y a une tension maximale. Mais Donald Trump va aussi jouer la politique intérieure. Il faut se souvenir qu'en ce moment, il y a une grande loi dont il parle beaucoup au niveau domestique, c'est Save America
Bill, donc la loi pour sauver l'Amérique. Et là, comme il le dit lui-même, c'est un best-of de Donald Trump. Des attaques sur la communauté LGBT, des attaques sur les migrants, toutes sortes de promesses en termes d'économie. Et donc, il va sans doute miser là-dessus et puis surtout essayer d'obtenir quelque chose de tangible dans cet accord de cessez-le-feu et de paix à venir. Mais ça va être très, très dur parce que les Iraniens savent très bien que lui aussi, il a un ultimatum électoral. Et oui, l'échéance électorale qui en général fait pression. Merci beaucoup, James André, pour le décryptage.